3 casques bleus ont été mis en cause dans 3 nouveaux cas de viol en Centrafrique, des allégations qui interviennent une semaine après le renvoi du chef de la mission onusienne. Quatre personnes accusées d'être des informateurs de la police ont été tuées à Bujumbura, la capitale burundaise. Enfin, en Afrique du Sud, les parents de Riva Steenkamp, la victime d'Oscar Pistorius, ont organisé mercredi matin une cérémonie d'anniversaire à la mémoire de leur fille. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition. En Centrafrique, 3 casques bleus ont été mis en cause dans 3 nouveaux cas de viol. Ces nouvelles allégations font état du viol de 3 jeunes femmes par 3 membres du contingent militaire de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique. Elles interviennent une semaine après le renvoi du chef de la mission onusienne dans ce pays pour des faits similaires. Toujours en Centrafrique, le baccalauréat session d'août 2015 a débuté mardi. Cet examen donnera le parchemin d'accès aux études supérieures aux candidats qui réussiront cet examen. Reportage en Centrafrique de Marie-Hubert Djamani. Le coup d'envoi a été donné avec l'épreuve de philosophie. Plusieurs candidats ont choisi le sujet traitant de la violence. Ce matin, on a composé la philosophie. J'ai choisi le sujet 1. C'est un sujet qui regroupait entre autres la justice, la violence, droit, tout ça. Pendant 4 jours, un peu plus de 13 000 candidats répartis sur toute l'étendue du territoire vont concourir dans les différentes matières. Bon, pour moi, dans l'ensemble, je peux dire oui, parce que j'ai même bien compris le sujet. Et je l'ai aussi bien traité parce que le sujet parle sur l'État et sur la violence. Et vu par rapport à ce qui était arrivé à notre pays, j'ai quand même tiré des conclusions sur ça et j'ai amélioré pour faire mon travail. Dans la seule ville de Bangui, on compte 10 000 candidats, des jeunes déterminés à obtenir le précieux parchemin. Dans notre centre numéro 5 qui se trouve à l'école La Kwanga, nous avons au moins à peu près 800 candidats. 800 candidats répartis dans 12 salles. Et ça s'est très bien passé. Contrairement à 2014, les épreuves du baccalauréat 2015 se déroulent dans une ambiance bon enfant et un climat apaisé. Direction le Burundi où 4 personnes accusées d'être des informateurs de la police ont froidement été abattues. Le drame est survenu en début de semaine à Bujumbura, la capitale burundaise. Plus de précisions à travers cet élément. Des meurtres ciblés, ils sont désormais légion à Bujumbura, la capitale burundaise. Amon, Tade, Moïse et Abel. Ce sont elles les 4 nouvelles victimes à s'être éteintes presque au même moment sous des balles assassines. Cette tuerie serait en relation avec la découverte d'une cache d'armes survenue dans la matinée de la même journée du drame. Les victimes étaient soupçonnées par leurs voisins de collaborer avec les services de renseignement, a reconnu le porte-parole adjoint de la police, ce qui conduit à la piste d'un règlement de compte. Une enquête est en conséquence ouverte pour élucider les circonstances exactes du crime. Toujours à Bujumbura, mais dans une localité rurale, un responsable local des Imbonerakure, la Ligue de la jeunesse du CNDD-FDD, parti au pouvoir, a échappé belle à une attaque à la grenade. Quelques jours plus tôt, c'est un jeune couple qui a été fauché dans la fleur de l'âge, criblé de balles. L'assaillant, lui, est toujours en cavale. Depuis un mois, la ville de Bujumbura vit quasiment au rythme de crépitement d'armes la nuit et quelquefois en plein jour. La suspension des congés pour tous les membres des corps de défense et de sécurité, ainsi que les fouilles systématiques et les perquisitions sporadiques instaurées par l'État ne semblent pas avoir fondamentalement aidé à changer la donne. L'insécurité apparaît comme le lot quotidien des populations. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont appelé mardi l'ONU à imposer de nouvelles sanctions contre le gouvernement du Soudan du Sud. Pendant ce temps, des observateurs politiques craignent que les négociations entreprises n'aboutissent à un véritable accord.
Le troisième échec des négociations pour l'accord de paix au Soudan du Sud est scandaleux aux yeux de l'ONU. Pour l'envoyé américain à l'ONU pour les affaires politiques, David Pressman, les 15 membres du Conseil de sécurité de l'organisation doivent agir pour mobiliser des ressources collectives et faire monter la pression en conséquence sur ceux qui frustrent les efforts de paix. L'accord de paix a été négocié par le groupe IGAD+. Dans le cas des négociations de paix du Soudan du Sud, ce sont les négociateurs et les arbitres qui se mettent d'accord. Le test est ensuite présenté aux parties qui l'approuvent ou le désapprouvent. C'est un modèle qui néglige le peuple du Soudan du Sud. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a refusé lundi de signer l'accord de paix. Il a demandé un délai supplémentaire de 15 jours. Quant au chef de la rébellion, Riek Machar, il l'a ratifié. Le gouvernement veut s'impliquer, mais le modèle est mauvais, il faut le reconnaître. Le modèle de médiation de l'organisation intergouvernementale est-africaine n'est pas bon et j'ai bien peur que cela n'apporte rien. Peu importe le nombre de sanctions imposées au Soudan du Sud, ils ne vont pas signer un accord simplement parce qu'ils ont été sanctionnés. Les intérêts régionaux, les intérêts internationaux ont en réalité fait de l'ombre au conflit et aux parties en opposition elles-mêmes. Tant qu'on ne s'occupe pas de ces intérêts et tant que les choses que l'on attend des partis ne sont pas en accord avec la réalité, on n'arrivera pas à grand-chose. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décrété en juillet les premières sanctions constituées de gel d'avoirs financiers, interdiction de voyager contre 6 chefs militaires sud-soudanais. Le Conseil envisage désormais d'ajouter plus de responsables sur cette liste et d'introduire un embargo sur les armes. Ses membres débattront de possibles nouvelles sanctions lors d'une réunion mardi prochain. En Guinée équatoriale, les 800 000 habitants de la ville de Bata, la capitale économique du pays, vivent depuis 2 semaines dans le noir. Et pour cause, un sévère manque d'alimentation électrique dû notamment à la sécheresse et à l'augmentation de la demande selon les autorités. Plus de précisions à travers ce reportage. Bata, poumon économique du pays, est alimenté en électricité par le barrage hydroélectrique de Djibloko, construit par les Chinois d'une capacité théorique de 120 MW et situé sur le fleuve Wolé, dont le débit de l'eau a considérablement baissé. Au sein de la population, c'est la colère et la désolation. Les produits alimentaires dans les congélateurs ont pourri, ce qui occasionne des doubles dépenses pour s'alimenter, témoignent des habitants. Gabriel Mbega Obiang Lima, un des fils du président Théodoro Obiang Nguema et ministre des Mines, de l'Industrie et de l'Énergie, a appelé la population de Bata à la patience, précisant que la Société nationale d'électricité, CGSA, fournit avant tout les lieux stratégiques comme les hôpitaux et les camps militaires. Pour le commun des habitants, l'alimentation en électricité pourrait reprendre dans 1 ou 2 mois, a indiqué dans un communiqué la direction de la CGSA. Une situation d'autant plus paradoxale que, depuis le boom pétrolier de ces dernières années, le pays s'est considérablement enrichi en devenant le 3e producteur d'or noir de l'Afrique subsaharienne. Mais cette manne ne profite pas à ses habitants, dont plus de la moitié vivent sous le seuil de pauvreté. La population augmente vite dans la ville de Bata, où les expatriés chinois, camerounais, maliens et burkinabés ne cessent d'affluer en raison du boom pétrolier. Depuis la mise en marche en 2013 de la centrale hydroélectrique de Djibloko, qui alimente toute la partie continentale de Guinée équatoriale, Bata n'avait plus connu de problème de délestage en électricité. En bref et en images, les parents de Riva Steenkamp ont organisé une cérémonie d'anniversaire à la mémoire de leur fille assassinée en février 2013. La mannequin et étudiante en droit originaire d'Afrique du Sud aurait fêté ses 32 ans ce mercredi. La libération sous surveillance correctionnelle du meurtrier de Riva, Oscar Pistorius, a finalement été annulée. C'est la décision rendue par le ministère de la Justice sud-africaine qui a désormais renvoyé l'affaire devant la Commission des libérations conditionnelles pour examen. Pistorius, qui avait été condamné en octobre 2014 à 5 ans de prison pour homicide involontaire de sa compagne, a fait preuve d'un bon comportement selon les services correctionnels sud-africains et avait obtenu le 5 juin dernier une autorisation de sortir en liberté surveillée le 21 août.
Au Sénégal, les femmes de Bargny, localité située à proximité de Dakar, la capitale, ont leur propre manière de s'autofinancer sans aucune assistance extérieure. Ces femmes n'attendent plus l'assistance des ONG. Elles ont leur manière propre de collecter des fonds, faire tourner leurs activités. Le geste pour beaucoup peut paraître anodin, ou d'autres se demanderont à première vue qu'est-ce que ces femmes peuvent bien mettre sous ces tissus. La réponse est simple. À tour de passage, ces femmes déposent une contribution financière destinée à financer les activités de leur groupement. Et sous le morceau de tissu s'y trouve une calebasse. Elle est couverte pour garder en secret la contribution de chaque femme. Ces gestes initiatiques est appelé leket en Wolof, c'est-à-dire la calebasse de solidarité. Ici à Bargny, chaque quartier a une calebasse de solidarité. Toutes les femmes cotisent chaque semaine. L'argent récolté nous permet de résoudre beaucoup de problèmes dans nos quartiers. Par exemple, venir en aide aux femmes des groupements lorsqu'elles ont besoin chez elles. Elle permet aussi de financer nos différentes activités. Cette collecte s'est faite de façon hebdomadaire. Et quand arrivent ces jours, impossible de ne pas les savoir. Qu'il pleut ou qu'il neige, qu'il fasse jour ou nuit, comme dans l'obscurité d'aujourd'hui, c'est la fête pour ces femmes. Les maquillages, les tenues ainsi que la danse sont tous les reflets de la culture traditionnelle de la localité. Pour ce groupement de femmes à Bargny, situé à la périphérie de Dakar, ces jours de collecte sont d'agréables moments de réjouissance. Au Burkina, 2 ministres du dernier gouvernement de l'ex-président Blaise Compaoré ont été incarcérés à Ouagadougou. Des arrestations intervenues suite à une demande de la Haute Cour de justice. Les détails. Jérôme Bougouma, ancien ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, et Jean-Bertin Ouedraogo, ancien ministre des infrastructures, ont été placés vendredi après-midi sous mandat de dépôt après leur audition par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Selon une source judiciaire, les 2 hommes sont poursuivis pour des faits de détournement de deniers et d'enrichissement illicite et étaient emmenés à la maison d'arrêt de Ouagadougou. D'autres risquent de s'ajouter dans les tout prochains jours, toujours selon la même source. Le 16 juillet dernier, les députés du Parlement intérimaire du Burkina ont voté une mise en accusation de Blaise Compaoré pour haute trahison et attentat à la Constitution. L'ancien chef de l'État est notamment accusé de s'être entêté à mettre en œuvre sa volonté de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Ils ont également mis en accusation tout le dernier gouvernement de Compaoré pour coups et blessures volontaires, assassinat et complicité de coups et blessures et d'assassinat. 9 autres ministres ont été mis en accusation pour détournement de deniers publics et enrichissement illicite. Le procureur général de la Haute Cour de justice, institution qui entre pour la première fois en action, a promis début août que les premiers jugements devant sa juridiction auront lieu avant la fin de la transition mise en place après la chute de Blaise Compaoré. Le régime de transition dirigé par le président Michel Kafando et le premier ministre Yakubu Isaac Zida doit rendre les rênes du Burkina à un exécutif élu lors d'élections présidentielles et législatives dont le premier tour est prévu le 11 octobre prochain. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Au revoir.